Bonjour à tous, bienvenue sur François pour le défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui un avocat qui a ferraillé sur différents plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux et pour divers clients. Bonjour Fabrice Divisio. Bonjour. Merci d'avoir relevé le défi. Nous avons invité car la dernière péripétie qui vous a frappé a été la censure de votre entretien par YouTube, votre entretien donné à TV Liberté qui est paru samedi dernier. Samedi dernier. C'est intéressant d'ailleurs parce que je me suis amusé à reprendre en partie les différents entretiens que j'ai donnés à Télé Liberté. C'est peut-être le moins pire de tous, au sens où c'est celui où j'ai été le plus soft finalement. C'est ça qui est drôle, en fait. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que finalement, c'est pas moi qui ai évolué en tant que tel. C'est finalement la liberté qui a évolué dans le mauvais sens. C'est la restriction qui a évolué. Il y a un contrôle aujourd'hui finalement de la parole publique qui est beaucoup plus accru qu'il y avait encore quelques mois. Au sens où, depuis le départ, moi je cultive, notamment sur TV Liberté, la religion de la source. C'est-à-dire de dire, moi je ne donne pas une opinion personnelle, je pose des questions, je me garderai bien d'apporter des réponses toutes faites, mais parfois j'ai succombé à la tentation de donner une opinion personnelle un peu violente. Et pourtant, j'ai pas été censuré. Alors que dans celle-ci, je l'ai pas fait. Est-ce que vous diriez que la politique de censure ou de modération ou de conditions générales d'utilisation de YouTube est complètement irrationnelle? Je pense que c'est amusant de constater pourquoi on a été censuré. On en sait quelque chose chez François. On a été censuré parce que on ne respecterait pas les consensus scientifiques autour de l'auto-isolement d'un côté et du port du masque de l'autre. Ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas abordé le sujet. Ni l'un, ni l'autre. Il faut quand même préciser que pour YouTube, les informations médicales incorrectes sont des informations non approuvées par l'OMS. Alors, ce qui en soi déjà... Non mais, soit, mais qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas approuvé par l'OMS? Alors c'est encore pire. On aurait pu me dire, le seul truc sur lequel on aurait pu me reprendre, c'est quand j'ai dit à propos d'Emmanuel Ménard que finalement la question de l'utilité du masque à 4 mètres d'une jauge en demi-jauge, d'une assemblée en demi-jauge, pouvait légitimement se débattre. Mais en réalité, quand je dis ça, c'est que je donne corps à la théorie de l'OMS selon laquelle l'aérosolisation est marginale. Ah oui, mais ça fait plus d'un an qu'on a des médecins médiatiques qui s'excitent sur l'aérosolisation. Si vous voulez, mais n'empêche que l'OMS, comme le ministère de la Santé français, continue de parler de gouttelettes et subsidiairement d'aérosolisation. Et donc, qu'est-ce que vous dit le gouvernement français à cet égard? Que le masque en intérieur, il est important quand c'est mal ventilé, et que la distanciation sociale n'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Santé qui le dit. Donc... Mais le ministre des Transports, vous l'avez relevé aussi, considère qu'on ne se contamine pas dans le métro. Martin Blachier. Votre grand ami aussi, Martin Blachier, j'allais le dire. Martin Blachier non plus. Mais c'est un fait que, donc, concrètement, Emmanuel Ménard portait un masque qui n'était pas utile. Mais on a immédiatement rajouté, Élise Blaise a immédiatement rajouté, c'est l'obligation prévue par la loi. C'est vrai. Donc, en quoi a-t-on, en disant cela, démérité, et plus exactement, en quoi a-t-on violé les standards de l'OMS? Au contraire, c'est ceux qui sont sur les plateaux télé et qui disent que c'est totalement aérosolisé, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et ce qui est amusant, c'est que nous, on a interrogé, pour le coup, Martin Kriegel, donc à Berlin, qui, lui, est un partisan de l'aérosolisation à tout prix et comme mode exclusif de contamination. Il aurait pu se faire censurer. Quand vous dites nous, c'est votre chaîne TV, voilà. Votre chaîne YouTube Divisio TV. On aurait pu imaginer qu'il soit censuré en disant mais non, c'est pas conforme à la convention de l'OMS. Non, lui, c'est passé. Donc c'est intéressant. Après, sur la vaccination, on pourrait me dire mais attendez, vous avez quand même finalement un anti-vax. Pas du tout. J'ai quand même pris soin de dire qu'il semble, au regard des données que nous dont disposons, que en effet, ça protège des formes graves, en tout cas c'est ce qui semble ressortir, et que la question de savoir si la contamination est évitée par le vaccin ou pas reste en débat, quoique nous disposions de 2 études préliminaires qui n'ont pas convaincu le CDC américain, qui sur son site, mais que ça reste à définir, tandis qu'il lance un essai clinique géant auprès des étudiants. Le CDC, c'est l'équivalent de la NSM, la NSM français. Bien. Qu'est-ce qui a été dit là-dedans qui serait contraire aux standards définis par l'OMS? Et ça pose un problème intéressant sur le plan de la liberté. C'est que YouTube, du coup, est devenu quoi? Un organe de propagande gouvernementale au sens large ou une plateforme qui permet une information du public? Et quand il dit c'est contraire aux standards de l'OMS, la question que je me pose, c'est qui est là pour en décider?
Est-ce que c'est un algorithme où on a rentré les standards de l'OMS? Ou est-ce que c'est un mec derrière son écran qui a la liste des standards de l'OMS et qui dit non, ça c'est pas conforme, ça c'est pas conforme, ça c'est pas conforme? On voit bien que ni l'une ni l'autre des solutions n'est tenable. Et on voit bien que derrière ce qui est en train de se dérouler, c'est qu'au fond, ce qui est amusant, on pourrait ouvrir le débat 10 secondes. Qui ment? C'est moi ou c'est ceux qui oublient de dire que l'AMM est conditionnelle? L'autorisation de mise sur le marché des vaccins est conditionnelle. Est-ce que c'est un crime que de dire qu'il y a une autorisation d'urgence qui répond à un besoin de santé publique dans l'urgence, mais que dès lors les standards de vérification n'ont pas été complètement achevés? C'est sans doute pas encore un crime, mais c'est peut-être, ça s'apparente presque à du blasphème aujourd'hui. Vous avez dit, on croit au vaccin comme on croit dans une religion. Mais il est là le problème. C'est que c'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qui commence à naître pour supprimer le caractère conditionnel de l'autorisation sur le marché. Donc on voit que ça pose problème. Que si vous rajoutez conditionnel derrière et que vous expliquez aux gens ce que c'est que conditionnel, bah après ils devront se décider librement de savoir s'ils acceptent ou pas. Et est-ce que c'est pas ça qu'on cherche à supprimer? Une liberté de choix. C'est une question intéressante. Mais alors on pourrait, dernière question, se poser le débat autrement. On n'a qu'à instaurer une obligation vaccinale. Pourquoi on le fait pas? Alors c'était votre troisième hypothèse, justement des motifs éventuels de censure par YouTube, qui étaient vos propos sur le pass sanitaire. Mais mes propos sur le pass sanitaire. Vous avez dit on a transformé le pass vaccinal en pass sanitaire par un tour de passe-passe, si on peut dire. Mais par un tour de passe-passe, c'est pas moi qui le dis. La Commission européenne, lorsqu'elle instaure le pass sanitaire européen, que dit-elle? Elle dit exactement dans l'exposé des motifs, ou en tout cas dans le propos préliminaire, que le pass vaccinal n'est pas possible, parce qu'il constitue une discrimination. Et elle va au-delà de ce que je dis, puisqu'elle dit une discrimination non pas seulement pour ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, ceux qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner. Et dès lors, dit-elle, ça constitue une discrimination réparée par le pass sanitaire. Donc, le pass vaccinal avait été un temps pensé en France, il est pensé en Allemagne, mais il est notoire que la Commission européenne nous dit que c'est discriminatoire et que dans l'espace inter-européen des États membres, on ne peut pas l'instaurer. Mais du coup, on refourgue en fait le pass initialement vaccinal en le rebaptisant sanitaire et en élargissant d'autres critères pour la même logique finalement. Bah oui, mais ça pose un autre problème alors. C'est de se poser la question de savoir sur quoi repose l'efficacité supposée de ce pass sanitaire. Qu'en attend-on? Combien de contaminations vont être évitées? Sur la base de quelles preuves? Et nous en arrivons toujours au même problème. C'est-à-dire que, est-ce que je prends une mesure sanitaire ou est-ce que je prends une mesure politique sous considération sanitaire? C'est pas la même chose. Et moi, j'ai pas de problème à ce qu'on prenne une mesure politique. Mais alors, il faut pas la présenter comme sanitaire. Il faut dire, ouais. Vous dites d'ailleurs que la politique dite sanitaire n'est plus sanitaire depuis un moment et qu'elle est en tout cas beaucoup plus politique, quoi. Mais cette crise est politique, elle n'est plus que politique. Bien sûr que cette crise est politique. Bien sûr que c'est une gestion politique. La preuve, c'est que finalement, quand vous avez l'opposition qui, c'est ce que j'avais évoqué chez TV Liberté, quand vous avez l'opposition qui concrètement, Madame Ménard, force de frappe de l'opposition, vient vous expliquer à la tribune que au fond, on va pas assez vite sur les vaccins. Mais ça veut dire quoi, pas aller assez vite sur les vaccins? Que suggère-t-elle? Qu'on vaccine les enfants dès la naissance jusqu'à la mort? C'est ça l'idée? Alors quand vous entendez Karine Lacombe dire, comme sur ce week-end dernier sur les plateaux de télévision, qu'il faudra vacciner les enfants, que c'est inévitable selon elle, ou au moins les adolescents, ça vous paraît lunaire comme déclaration? Et là, il y a un premier problème dans votre question. Vous dites quand vous entendez Karine Lacombe. Moi, j'écoute pas Karine Lacombe. Donc déjà, c'est mal parti, quoi. C'est-à-dire, Karine Lacombe, quand elle parle, je zappe. En fait, il faudrait... Non, alors, je vais vous dire un truc, il faut tester un truc. Écoutez Karine Lacombe sans le son. C'est vachement plus drôle. C'est plus efficace et plus drôle, parce qu'au moins, vous vous marrez, avec ses mimiques, avec tout ça. Et en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais sinon, mis à part ça, Karine Lacombe, faut juste... Ça mérite même pas qu'on en parle de Karine Lacombe. Karine Lacombe, c'est personne. Elle est personne. C'est personne que dalle. Rien du tout. Personne, que dalle. Mis à part BFM, qui écoute Karine Lacombe? Alors, écartons le sujet Karine Lacombe. Revenons à la vaccination des enfants ou des adolescents. Pour vous, c'est un non-sens en l'état actuel de la science? Vous en avez la preuve formelle. C'est-à-dire? C'est Karine Lacombe qui le propose. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, à partir du moment où Karine Lacombe vous propose une mesure, vous pouvez être à peu près sûr
que globalement, c'est l'inverse qu'il faut faire. D'ailleurs, si on suit la logique de YouTube, vous avez ironiquement relevé ça. L'OMS préconisant de donner les doses de vaccination des pays riches plutôt que de les donner aux enfants, les donner aux pays les plus pauvres. Karine Lacombe devrait être censurée sur YouTube. Martin Blachier, lorsqu'il vient vous expliquer qu'on a un virus totalement aérosolisé qu'on ne savait pas avant, ou Jérôme Marty ou tant d'autres, eh bien, devrait être censuré, puisque ça n'est pas dans les standards de l'OMS. Je suis désolé. Il faut aller les lire. C'est tout. Mais, si vous voulez, la vraie problématique de cette histoire, alors, je vais raconter un truc qui est assez marrant. Moi, je me suis fait blacklister des plateaux télé. Ah bon? On n'a pas remarqué. C'était à quelle époque? Eh ben non, vous avez tort, si vous remarquez. Ah, vous êtes chez Hanouna de temps en temps. Ouais, on en reparlera après. Mais c'est tout. C'est tout, ouais. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai dit, mais attendez, là, j'ai un problème avec la vaccination des plus de 75 ans, les copains. C'est que elle n'a pas été testée dans des conditions telles que son efficacité puisse être démontrée. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah bah non, vous avez raison, je peux pas le dire, mais je peux le lire. Parce que c'est ce qui est écrit en toutes lettres dans le rapport de la HAS, quoi. Et ça, c'est le point de départ? C'est le point de bascule? Vous avez été excommunié médiatiquement? Immédiatement. À un tel point que tous mes propos sont immédiatement repris par la presse écrite et ils sont débunkés par la presse écrite, ce qui est extraordinaire. BFM a fait un print sur moi, par exemple, pour venir expliquer que l'avocat du professeur Raoult, qui se prétend spécialiste en droit de la santé, j'ai bien aimé le qui se prétend. Ce qui est marrant, c'est que j'y suis retourné une fois après sur BFM. C'est eux qui m'ont présenté comme ça, mais c'est pas grave. C'est assez marrant parce que... C'est le cas, vous êtes avocat des professions de santé et spécialisé. Je suis avocat des professions de santé. Moi, je prétends rien, mais le fait est que du coup, ils ont fait un truc pour dire oui, l'avocat du professeur Raoult a essayé de démontrer que la vaccination des plus de 75 ans n'avait pas été testée, ce qui est faux. Et ils font un article pour démontrer que c'est faux, et à la fin de l'article, ils disent elle n'a pas été testée dans des échantillons suffisants pour pouvoir conclure à son efficacité. Ce qui était précisément ce que vous disiez. Ce qui était précisément ce que je disais. Je veux dire, de la même façon, sur les lits de réanimation, j'ai quand même été... vous vous étiez échappé avec Laurent Alexandre notamment. Avec Laurent Alexandre là-dessus, en disant, excusez-moi, mais à un moment donné, je comprends pas comment vous calculez le lit. Pourquoi vous avez changé la définition du mot réanimation, bordel? Expliquez-le moi, quoi. Oui, parce qu'on rappelle que les critères ont changé. Les critères ont changé. On a inclus les lits de soins intensifs. Si j'ai 19 000 lits en tout et que j'ai 6 000 patients, c'est qu'il m'en reste 12, 13 de disponibles. Bon. Et vous avez Le Monde qui a fait un truc sur moi pour expliquer, pendant un article très 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 long, que en fait mes critères de calcul étaient totalement faux et que interrogation faite de tel ou tel, on avait 19 000 lits en France. Bon, bah c'était vachement la peine de faire un article, quoi. Il est là le problème, c'est que au fond, ce qui pose un problème, si vous êtes dans une dictature de l'opinion, la démocratie du savoir est toujours un problème. Parce que moi, j'impose pas une opinion. Et d'ailleurs, quand chez Hanouna, juste pour l'anecdote, Hanouna a dit ah bah oui, il faut le croire, Divisio, j'ai immédiatement rectifié en disant absolument pas. Ne faites jamais ça. Il faut pas vous croire vous. Il faut jamais me croire. Demandez toujours aux gens qui viennent chez vous des sources. Demandez-leur des sources. La situation est trop grave pour qu'on puisse se permettre... On a le droit d'avoir des débats, et c'est sain le débat, mais à condition que ça soit autre chose que des débats d'opinion dont tout le monde se fout, mais que ce soit des débats sourcés. Et c'est bien ce qui manque. Et c'est quand même le paradoxe de se dire que sur TV Liberté, je me fais censurer, là où sur les plateaux télé, vous avez une dictature de l'opinion, qui, elle, est complètement contraire aux recommandations diverses et variées, et finalement, ça pose pas de problème. Donc quand l'Allemagne impose une obligation vaccinale, un passeport vaccinal, contre lequel milite l'OMS, ou en tout cas que l'OMS désavoue, est-ce que du coup, lorsque BFM traite un sujet sur l'Allemagne, elle doit être censurée, puisque c'est contraire aux recommandations. C'est valable pour foule d'autres sujets. L'OMS a reconnu les limites des confinements et a même recommandé de ne plus en faire. Et des confineurs exaltés pullulent encore. Mais vous avez vu maintenant que même dans le journal Le Monde, vous avez un truc extraordinaire. Donc je présume que celui qui a tweeté l'article du Monde s'est fait censurer. Curieusement, non, parce que je l'ai fait. Où vous avez quand même des auteurs qui sont capables de vous expliquer qu'on n'a pas confiné assez tôt, et plus exactement, même, qu'on a trop de lits de réanimation en France. Oui, alors ça, on est arrivé à un point, c'est le point terminal du confinisme. Quand vous en êtes là, qu'est-ce que vous voulez imaginer pouvoir gérer une crise quand vous avez un nombre d'abrutis au mètre carré qui sont capables de raconter ça? Je veux dire, comment vous faites, quoi? Moi, je veux bien, hein. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais quand vous avez des mecs qui sont capables de pondre une tribune dans un journal du soir, un quotidien du soir, a priori pas complotiste, a priori très sérieux, lui, je veux dire,
et qui vient effectivement vous expliquer qu'on a trop de lits de réanimation en France, bah en fait c'est ce qu'avait dit Castex. Si on en avait eu 0, on n'aurait eu aucun problème. Castex vous avez dit moi tout ce que je peux vous recommander, le meilleur moyen, c'est de pas aller à l'hôpital. Pour pas aller à l'hôpital, c'est de pas tomber malade. Ça c'est la phrase du siècle quand même. Le meilleur moyen pour pas aller à l'hôpital, c'est de pas tomber malade. Moi, je le dis tout le temps. C'est ce que je dis tout le temps. Qu'en fait, le meilleur moyen pour gagner un procès, c'est de pas en faire. Vous êtes sûr de gagner. C'est le même problème ici. Mais vous avez vu le niveau de débilité. Non, ce qui est rassurant, quelque part, finalement, dans cette histoire, c'est qu'au fond, à la fin de la fin, comment je vais dire? C'est un champ ouvert pour des vrais dictateurs, cette histoire. Je trouve ça pas mal, sur le fond. Si demain, il me prenait l'envie d'être dictateur, maintenant je sais comment faire. Il suffit de raconter 3 conneries à la minute, de faire peur aux gens pendant 1 an, et de surtout rien lire, et le tour est joué en fait. Et je manipule l'opinion. Mais il faut avoir les gardiens de la vérité dans son camp. C'est facile, il s'achète. Non, mais boutade mise à part, on a quand même vu beaucoup de services de vérification, de réinformation, de fact-checking, etc., qui prêchent la bonne parole, et on a vu une sorte de raidissement de l'information officielle, quitte à basculer dans des injonctions absurdes comme celle que vous venez de dénoncer. Quel regard vous portez là-dessus? Moi, je monte à cheval. Deux demi-journées par semaine, c'est ça? Non. Le lundi après-midi. C'est à cause de vous que je suis pas à cheval, là. Ah. Mais moi, je monte à cheval. Je monte à cheval 4 demi-journées par semaine. Plus le week-end. Et le reste du temps, vous êtes sur les plateaux télé. Oui, et de temps en temps, je bosse quand même. Mais tout ça pour vous dire quoi? Qu'en fait, je m'en fous. Que je suis arrivé à un point, mais je m'en tape de leurs conneries. En fait, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller sur tous les plateaux du monde, raconter leurs conneries. Ils peuvent censurer tout ce qu'ils veulent. Mais depuis quand on arrive à éteindre une opposition par la censure? Ça a déjà marché, ça, dans l'histoire? Ça a jamais marché dans l'histoire. Les régimes... Ou ça marche un temps, mais ça finit par... Oui, ça marche un temps. C'est comme le pass sanitaire. Ça marche un temps et après on abandonne. Ça marchera pas selon vous, le pass sanitaire? Mais bien sûr que non. C'est déjà voué à l'échec. Mais bien sûr que non, c'est voué à l'échec. Parce que, je veux dire, justement, pourquoi c'est voué à l'échec? Parce qu'il faudrait qu'on soit un minimum organisé pour le mettre en place. C'est ce qui me rassure. C'est qu'il faudrait qu'on soit un minimum intelligent pour organisé pour le mettre en place. Or, on est vraiment trop stupide pour y arriver. C'est bien ça qui me rassure. Mais vous imaginez, quand même, le passe sanitaire. Intéressant. J'ai posé une question, moi, en appart au ministre du Transport. J'ai posé une question hors plateau. Mais qui... À Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État du Transport. Oui, j'ai dit, une question. Quel vaccin? Comment ça? C'est une question. Quel vaccin? Il dit, quel vaccin quoi? Quel vaccin vous reconnaissez pour le pass sanitaire? Réponse? Ah, ça, on l'a pas encore décidé. Extraordinaire, quand même. Oui, c'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux. C'est comme, à propos de l'OMS, d'ailleurs, l'OMS a déconseillé de multiplier, de varier les doses de vaccins, de se faire vacciner avec un vaccin A et ensuite une deuxième dose avec un vaccin B. Alors qu'en France, on nous expliquait il y a quelques semaines encore qu'il n'y avait pas de problème. Et que Olivier Véran lui-même revendique que ça te fait vacciner avec deux vaccins différents. Si vous arrivez et que vous dites, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas de données, ça s'appelle pas de l'évidence base médecine, ça, on vous dit complotiste. Au bout d'un moment, il vous reste plus qu'à dire, ouais, c'est vrai. Et alors? Moi, je veux dire, non, pas complotiste. Il y a les complotistes face au con tout court. C'est une question de choix. Mais je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, dans cette histoire, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on parle de complot mondial. On dit, maintenant, ça y est, les médias, pour certains. Alors, je suis content parce que Martin Blachier a dit un truc super sympa. Votre meilleur ennemi. Mais non, mais c'est vrai, il a dit un truc super sympa dans le Parisien, qui a fait une enquête sur moi. Il a dit, mais il n'est pas complotiste du tout, lui. Merci, Martin. Oui, vous privilégiez l'hypothèse de la bêtise. Je le redis, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez des mecs qui ouvrent des jauges sanitaires en terrasse et qui se posent la question, qui le disent en plus, ils disent ouais, on est en train de réfléchir à la question de savoir si les clients des terrasses pourront aller aux toilettes à l'intérieur. Quand vous avez des mecs qui disent ça, ils peuvent pas être à l'origine d'un complot. Il faut être intelligent pour être complotiste. Merde. Non, mais je suis désolé, excusez-moi, mais enfin, il y a des mecs qui penchent toute la journée pour ça, c'est pour aller aux chiottes à l'intérieur du restaurant. Mais ce qui est tragique, c'est qu'on s'habitue, ça fait des mois. Je vous rappelle quand même le décret des sapins de Noël. Mais voilà, typiquement. Le décret des sapins de Noël, c'est extraordinaire. Comment voulez-vous qu'on puisse penser que ces mecs ont un plan organisé alors qu'ils sont en train de réfléchir sur le sapin de Noël, sur le sur les chiottes, quand vous êtes, et vous avez vu le coup des terrasses? Oui, mais demi-jauge. Mais on vous répondra que ça fait partie du plan. Non, ça fait partie du plan. Quoi, de passer pour un con? Ils le font particulièrement bien, alors. Les demi-jauges, vous alliez dire? Non, mais je veux dire, la demi-jauge, c'est extraordinaire. On vous dit,
En extérieur, écoutez, quand vous pouvez pas être en demi-jauge, vous pouvez être en jauge complète. Mais il faut des feuilles de séparation entre les tables. Il y a un mec qui a réfléchi dans un ministère et qui a dit, tiens, on va mettre des feuilles ou des plexiglas comme chez TPMP, mais après, Ou peut-être pire, peut-être un consultant payé. Un consultant payé à prix d'or. Et moi, ce que je trouve extraordinaire à propos de consultants, tiens, McKinsey est censé gérer la logistique vaccinale. Je sais pas ce que c'est, la logistique vaccinale, peu importe. Là encore, notre nullité nous a forcé à une certaine prudence. J'espère qu'on les a payés très cher quand même, parce que je veux dire, même dans la vaccination, ils ont échoué. Alors, allez vous dire, bon. Il y a quand même plus de 10 millions de Français, plus de 20 millions de Français vaccinés maintenant. Alors tout va bien. C'est bon, on est sauvés. C'est bon. Donc il y aura plus d'épidémie, donc on peut nous foutre la paix. Alors c'est bon, c'est réglé. Donc plus besoin de passe sanitaire. Mais parce que regardez, ce qui est extraordinaire, par exemple. Vous voyez, un truc intéressant, passe sanitaire. L'immunité collective. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire. Le même jour, vous avez, je sais pas qui en France qui vous balance le chiffre 54 millions. C'est le Conseil de stratégie vaccinale, tiens. Pas compris quoi il y a tellement d'organismes qu'on s'y perd. 54 millions. Et le même jour, le CDC américain vous dit, on sait pas quel est le seuil. Ben, en France, on a des idées. On n'a pas de vaccin, mais... On n'a ni vaccin, ni pétrole, et on n'a plus d'idées non plus, apparemment. Mais... Non, mais si vous voulez, blague à part, ce qui est vrai que, dans cette histoire, il y a un truc. C'est qu'au fond, c'est géré à l'emporte-pièce depuis le premier jour. Mais comme tout, je veux dire. Moi, de la santé, j'en fais depuis 20 ans, mais tout est géré comme ça. Tout ce qui s'est passé là depuis un an et qu'on a découvert avec effarement, vous l'avez vu venir depuis longtemps, mais en fait. Regardez comment les mecs ont géré le Mediator, regardez comment ils ont géré la dépakine. Les scandales sanitaires, ça naît comme ça. Comment ils ont géré H1N1. Je veux dire, on est un foutu de gérer la grippe. Comment ils ont géré les lits de réanimation. Comment ils ont géré l'hospitalisation. Ils sont incapables de gérer quoi que ce soit. Pour vous, la canonisation rétroactive de Roselyne Bachelot, par exemple, c'était ridicule? Non mais... Il faut vraiment avoir un problème de mémoire pour faire ça, quoi. Non, ce qui me fait marrer... Tout le monde s'est emballé il y a un an après, en disant elle avait tout prévu. Elle avait prévu quoi? Alors d'abord, à supposer que ça soit vrai. Supposons pour les besoins de la cause que ce soit vrai. Qu'on en est arrivé à féliciter un ministre de faire son boulot. C'est tellement exceptionnel que quand il le fait, eh ben il faut qu'il entre au Panthéon, quoi. La nana, elle est ministre de la Santé, on dit, oh putain, qu'est-ce qu'elle est elle est bonne, celle-là, elle est trop bien, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé des masques, et elle a commandé des vaccins, elle a réussi à nous, putain, elle est vraiment bien, hein. C'est pas comme si elle était ministre, quoi. Et alors pour vous, c'était pas vrai, puisque vous supposons comme une expérience de pensée, mais... Ce que je dis, c'est que, il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'on a voulu ouvrir des vaccinodromes, en excluant les médecins généralistes. En gros, on a fait les mêmes conneries qu'aujourd'hui. Je veux dire, à part qu'aujourd'hui, on s'y est mieux pris sur la communication, parce qu'on a foutu la trouille aux gens. Et pour que ça marche, c'est toujours aussi con. Mais à part qu'aujourd'hui, on a réussi à faire en sorte que les gens adhèrent, à peu près, parce qu'on leur a foutu la trouille. En 2009, on leur aurait pas foutu la trouille. Si on leur avait foutu la trouille, ça aurait marché. Donc, Roselyne Bachelot, elle a fait les mêmes conneries qu'aujourd'hui. On ne fait pas de vaccination de masse, ça n'existe pas. Une vaccination, ça se gère comme un acte médical. Maintenant, vous avez cette tendance, je suis vacciné. Vous savez, moi, c'est la réponse que je fais systématiquement quand on me demande, mais vous êtes vacciné? Sur les plateaux, on m'a demandé ça. Sur Punchline, on m'a demandé, vous êtes vacciné? J'ai répondu au journaliste, c'est quand votre dernier toucher rectal? Il vous a répondu? Il est un peu gêné. Je dis, je comprends pas pourquoi vous vous intéressez plus à mon vaccin qu'à votre toucher rectal. Ça reste un acte médical, quoi. Pourquoi, d'un seul coup, on a fait entrer l'acte médical dans le domaine public? Quand? Je veux dire, pourquoi? Rassurez-vous, ici, on vous posera la question ni sur l'un, ni sur l'autre. Non, mais je veux dire, vous pouvez me poser la question, bref. Mais le fait est que, si vous voulez, Bachelot, elle est l'archétype du système qui marche pas. C'est-à-dire, à un moment donné, vouloir imposer des méthodes communistes, avec des vaccinations de masse, avec des traitements de masse, à des situations individuelles, ça marche pas. Mais est-ce que vous en viendriez presque à nier le concept même de santé publique? Puisque à vous écouter, c'est qu'une décision de liberté de prescription individuelle, des médecins libéraux, des choix individuels des personnes. La santé publique, ça n'existe pas? Eh ben, vous avez parfaitement raison de souligner le débat. On a confondu deux registres, la santé et la santé publique. Et c'est très intéressant, ça. La question du traitement n'est pas un problème de santé publique. C'est un problème de santé. C'est un rapport individuel entre un médecin et un patient. La question du nombre de masques pour protéger une population, des soignants, et du nombre de lits de réanimation, est de la santé publique. Or, si vous remarquez, c'est intéressant ce qu'on a fait. On s'est immiscé dans les domaines qui relèvent de la santé et on n'a pas fait de santé publique. Tout le monde a fait de la santé, mais pas de la santé publique. Quand je commence à mettre mon pif dans les traitements, quand je commence à dire, lui, il a... qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron en septembre? Le débat scientifique est clos.
Donc l'autorité politique décide à la place de l'autorité scientifique, des scientifiques, quand le débat se clôt. Et pour autant, derrière, en termes de santé publique, on n'a pas de politique de santé publique. Pour une raison très, très claire, je vais vous dire. Parce que la santé publique, ça coûte cher et ça rapporte rien. C'est clair. Mais on n'a pas de politique de santé publique. Mais ça coûte encore plus cher de la désinvestir. Mais ce que vous semblez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas de politique publique tout court. On n'a pas de politique de la justice. Ouais. La justice, effectivement, elle manque de moyens, elle manque de cohérence. On n'a pas de moyens, on a des problèmes. Donc on n'a pas de politique judiciaire. On n'a pas de politique carcérale. On n'a pas de politique de sécurité. On n'a qu'à voir ce qui se passe. Nous avons déserté le champ du public au détriment du champ de la communication. Ouais. Si vous regardez cette crise, elle est une manifestation très claire de ce qu'on fait d'habitude. On communique. C'est ce qui m'a valu de dire depuis 1 an, mais fermez-la et bossez. Il est là le problème. C'est que les journalistes, finalement, que eux communiquent, qu'on bosse, enfin, c'est leur boulot. Mais le politique, son boulot, c'est pas la communication. Ça en fait partie. Ça en fait partie à moindre mesure. Son vrai boulot, c'est de gérer, en fait. Or, si vous regardez cette crise, elle a été communiquée, mais pas gérée. Ouais. Et vous faites le parallèle avec d'autres domaines de l'État. Pour vous, en gros, l'État, plus il est impuissant, plus il devient tentaculaire dans les petites choses au lieu de gérer les grandes. Et vous regardez, pourquoi est-ce qu'on a autant, vous disiez tout à l'heure, on s'y perd avec toutes les instances. Pourquoi on a autant d'instances? C'est une bonne question. Parce que dès qu'il y a un problème, on en crée une nouvelle. Pourquoi? Parce que les existantes ne fonctionnent pas, je suppose, c'est ce que vous voulez dire. Non, parce que personne ne sait prendre de décision. Ah, donc c'est un problème de courage, c'est pas un problème d'organisation structurelle. C'est un problème de connaissance et de courage. D'accord. Regardez quand Emmanuel Macron, Dieu sait l'amitié que je lui porte. Mais regardez effectivement. Non, on ne sait pas, mais on apprend des choses. Voilà, je veux dire, quand Emmanuel Macron tout à coup se décide à faire le gouvernant, à jouer quand il enlève son costume de Ken et que tout à coup effectivement il revêt son costume de président de la République, l'un dans l'autre, on peut critiquer les choix qu'il fait, mais au moins il en fait. Quand il a dit non, je confinerai pas, en janvier, il a dit non, je confinerai pas. Ok, après il a lâché, mais parce qu'il a eu peur. Mais au moins, il assume. Il prend une décision. Et il a assumé le caractère politique de cet acte. Il a assumé le caractère, mais il a raison. Ce qui, 1 an avant, était il a raison. Dissous dans la science. Il a raison. La santé publique, c'est de la politique publique. Donc, il a raison. Je veux dire, et pour le coup, nous, ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, si vous regardez, quand le politique prend une décision, il l'assume, ou il l'assume pas, mais il la prend. C'est Clémenceau qui disait pour gouverner, il faut être en nombre impair et 3, c'est déjà trop. C'est exactement ça. Vous diriez, vous, pour leur reprendre aussi, que la santé publique est une chose trop sérieuse pour être confiée aux médecins? Évidemment. Non mais, d'où le médecin a une compétence en santé publique? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On l'a bien vu. Alors, je vais vous dire un truc. S'il y a un truc qu'on a appris dans cette crise, c'est que si vous voulez planter une épidémie, confiez-la aux médecins. Là, vous êtes sûr qu'effectivement, si vous n'avez pas de problème avant, vous en avez après, quoi. Mais parce que la santé publique, elle est aux confins de plusieurs domaines. C'est aussi technoc, là. Oui, c'est ça. Aux confins de plusieurs domaines. Je veux dire, la politique de santé publique, elle a forcément lieu avec la politique de la précarité, de l'emploi. Regardez, typiquement le confinement. À supposer que le confinement soit une bonne chose, ce qui n'est pas le cas, mais à supposer que ce soit une bonne chose, vous devez forcément faire la balance avec toutes les conséquences que ça va induire sur le plan des politiques publiques. Le médecin, lui, il en a strictement rien à foutre. Mais parce que c'est pas son boulot. Son boulot, quoi qu'il en pense, c'est d'aller soigner des gens. Pas d'aller sur son avis, pas d'aller sur BFM. Il y a quand même un truc que je me demande dans cette crise. C'est quand est-ce qu'ils bossent, les médecins? Pardon, hein. Un mec comme Juvin, ça c'est un truc, ça restera un des grands mystères de cette crise pour moi. Ça m'a traumatisé ce truc. Philippe Juvin, donc qui est le chef des services des urgences de l'hôpital Pompidou. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous savez bien que chef de service, c'est un rôle qui est plus politique que médical. Peut pas être. Ah bah oui, sa politique, il l'est. Mais il peut pas être chef. C'est pas possible que ce type ait mis un jour, un pied cette année dans son hôpital. Ou alors la nuit. On l'y a vu. La nuit. Oui, on l'a vu. Si vous l'y avez vu, c'est qu'il y avait des caméras. Là, c'est mauvais signe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, depuis quand Philippe Juvin a-t-il une compétence en santé publique? Oui, mais vous, votre compétence, c'est défendre des clients. On vous a vu beaucoup aussi sur les plateaux de télévision. Ah non. Enfin, si, ma compétence, c'est défendre des clients quand même. Je dis ça. Pas casser mon business tout de suite, mais c'est vrai, ma compétence, c'est de défendre les clients. Mais quand j'interviens finalement sur les plateaux, j'interviens parce que, justement, dans le cadre de la défense de mes clients. Parce que, pourquoi c'est intéressant? Prenez le collectif C19, historiquement. Première étape. Tout au début, janvier l'année dernière, je dépose un premier recours dans le tribunal administratif pour avoir des FFP2 pour les soignants.
à une époque, on voulait pas la randonnée. Sur les plateaux, je vais quoi? Je vais dire, ça va flamber. Et donc, il vous faut des FFP2 parce que ça va flamber. Et là, on vous prend pour un excité alarmiste. Là, on prend pour un excité alarmiste. Ça va flamber. Et ensuite, au moment de la plainte devant la Cour de justice de la République, finalement, je vais sur les plateaux pour défendre les médecins. Voilà. Mais si vous regardez, dans ma parole publique, au fond, à chaque fois, ce que je fais, ce que j'essaye de faire, c'est de dire attention, la santé publique est une composante de l'ordre public. Et derrière, vous avez un rapport de proportionnalité qui est le problème de la liberté, et que les deux doivent entrer dans un rapport de proportionnalité. Ce qui me fait dire la chose suivante, c'est pas moi qui le dis, je vais sur les plateaux pour dire quoi? Pour dire ce que le doyen Oriou disait au 19e siècle, c'est que, enfin, c'est pas le doyen Oriou, d'ailleurs, il a dit ça, mais ça a été repris en 1914 par le commissaire du gouvernement dans Corneille, dans une affaire intéressante, en 1914, hein. La police, la liberté est la règle, la police est l'exception. Édouard Philippe a dit, il y a un an, en mai, au moment du premier déconfinement, il a dit la liberté va redevenir la règle et l'interdiction la liberté va redevenir la règle. Ce qui est quand même terrifiant dans le Premier ministre. Vous vous rendez compte que le Conseil d'État, un rapporteur public devant le Conseil d'État, un ancien commissaire du gouvernement, le Conseil d'État, en 1914, on peut pas dire que la France traversait une époque très heureuse, a été capable de dire que la liberté est la règle, la police l'exception. Et nous avons changé ça. Alors évidemment que mon boulot, c'est d'aller dire que la liberté est la règle, la police l'exception. Mais c'est votre boulot d'avocat ou de citoyen? Eh ben, vous avez raison de dire ça. En théorie, ça devrait pas être mon boulot. Ça devrait être celui des profs de liberté publique. Mais qui sont restés confinés pendant un an. Vous en voulez aux universitaires, aux grands spécialistes de philosophie du droit Absolument. Ils ont déserté la place publique. Et c'est scandaleux. Vous rejoignez François Sureau, par exemple, qui dit que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État se sont mis en vacances. Non, ils se sont pas mis en vacances, ils sont restés en vacances. La même chose. Vous allez encore plus loin. Bon, mais enfin, je veux dire, comment vous pouvez... Enfin, le Conseil d'État, parlons-en 10 secondes. Qui était conseiller d'État? Édouard Philippe. Yves Lévy était même conseiller d'État jusqu'en 2019. Yves Lévy était conseiller d'État. Donc, je veux dire, à un moment donné, vous avez le Conseil d'État, à qui vous demandez... C'est très amusant, d'ailleurs. Juge des référés liberté, Christine Mauguet. Christine Mauguet, je la connais bien. Elle a été ma prof en maîtrise sur les droits publics économiques. Donc, très bien, son cours très intéressant. Déjà rapporteur public au Conseil d'État. Et finalement, ensuite, elle est passée au cabinet de Christiane Taubira. Elle est retournée au Conseil d'État. Forcément. Vous pouvez pas demander, si vous voulez, au Conseil d'État, à un moment donné, de déjuger le gouvernement en pleine crise. Parce qu'une carrière, ça se fait et ça se défait dans les crises. C'est ce que disait Thibault Mercier, qu'on avait invité du Cercle Droit et Liberté, qui est un confrère avocat, qui disait qu'il y avait une endogamie, en fait, entre l'administration, le Conseil d'État, qui est censé être relativement indépendant, vous savez, et les cabinets. Tout à l'heure, j'ai sauté une étape, je citais le doyen Oriou, mais pour autre chose, en fait. Il avait dit, juger l'administration, c'est encore administrer. Un siècle plus tard. Mais comment on fait alors? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Monter à cheval. D'accord. Je vous assure, hein. Vous, la solution, c'est Sylvain Tesson, c'est décamper. Je vais vous dire un truc. Un après-midi, je suis arrivé à mes écuries, mes entraîneurs étaient là, et je commence à m'exciter sur Édouard Philippe, sur machin, je sais plus quoi. Et le mec me regarde, il me dit, ah non, je suis pas au courant. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire, en fait. Le type est pas moins intelligent que nous, mais au fond, il s'en fout. C'est ça qui vous choque le plus, c'est l'indifférence? Non, ça m'a pas choqué, ça m'a satisfait. C'est-à-dire qu'il y a un type qui, à un moment donné, ne vit pas au rythme du virus, quoi. Ah, c'est une forme de sagesse pour vous. C'est une forme de... À un moment, je pense que dans cette histoire, plus on va essayer... Comment je vais dire ça? Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. D'abord, les gens font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. En cela, vous êtes libéral. En cela, je suis libéral. Bon. S'ils ont envie de se faire vacciner, ils sont vaccinés. S'ils ont envie d'être informés, ils sont informés. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous êtes peut-être plus anarchiste que libéral, au fond. Je suis avocat. Hein. Dans tout avocat, il y a anarchistes qui s'ignorent. Ou qui s'ignorent pas, ça dépend. Moi, mon boulot, c'est pas de faire croire quoi que ce soit aux gens. Il y a un truc que je dis souvent en audience, qui m'arrive de dire en audience, quand un magistrat, grosse affaire pénale, me dit, maître, vous ne ferez pas croire que machin. Je réponds en général, vous savez ce que Bernadette Soubirous a dit au curé de Lourdes quand la Vierge Marie lui est apparue? Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Donc moi, mon boulot, c'est de vous le dire, pas de vous le faire croire. J'ai envie de, c'est pareil, ma parole publique. Moi, je veux rien faire croire à personne. Et c'est pour ça que je demande aux gens de pas me faire confiance. Moi, j'arrive et je dis, regardez, les effets indésirables des médicaments. Tout le monde me dit, j'ai un mec qui fait de la santé depuis 20 ans, quand même. Ces questions, je les ai enseignées, j'ai vu la course aux médicaments à la fac de médecine. Bon, a priori, j'ai une petite légitimité pour en parler. Tout le monde dit, ah, regardez, non, effets indésirables de Pfizer.
il y a les uns qui disent c'est pas énorme, les autres qui disent c'est colossal. Et le tout soit les mêmes chiffres. Mais qui dit que les chiffres sont bidons de toute façon? Non pas parce que c'est Pfizer, mais parce que la pharmacovigilance dans le monde est bidon. Parce qu'on a Elle est pas bidon, elle est sous-évaluée. Mais elle est donc bidon. On a une sous-estimation, parfois d'un rapport de 1 à 100, dans les effets indésirables, dans la pharmacovigilance, pour plein de raisons. Oui, mais c'est pris en compte dans la pharmacovigilance. Cette sous-estimation. C'est ce qu'on disait il y a un an aussi, quand il y a eu quelques alertes au sujet non. C'est pris en compte. C'est vrai. En tout cas, c'est ce qu'on disait à propos de l'hydroxychloroquine. C'est pas vrai. On nous disait, attention, c'est x10, x100. Oui, d'accord. C'est x10, x100. Donc, ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, quand j'ai des effets indésirables de la vaccination, faut les multiplier par les ratios qui sont ceux habituellement admis en matière d'effets indésirables de pharmacovigilance. C'est tout. Et pour vous, Pfizer, si on multiplie par les ratios en question, le bénéfice-risque n'est plus évident? Eh ben, vous voyez que c'est là où je m'arrête. Allez, là, on rentre dans le champ scientifique qui n'est plus le vôtre. Moi, c'est là où je m'arrête. D'accord. Moi, je dis ça, j'en sais rien. Ok. Moi, j'en sais rien. Moi, je dis, ce que je sais, c'est que vous vous étripez tous sur des chiffres qui sont bidons. Restituez-les. Et quand vous venez me dire, Pfizer, c'est sûr, parce que c'est, voilà les estimations, je vous dis, je comprends pas. Et maintenant, on m'a inventé un truc. On m'a dit, voilà, autrefois sur un plateau, quand j'ai dit ça, on m'a dit, ouais, mais en fait, c'est super surveillé, Pfizer. Donc, c'est pas vrai, en fait. Ah ouais, donc tous les médicaments du monde, depuis qu'on a de la pharmacovigilance, sont tous sous-estimés. Mais là, tous les vaccins du monde sont tous sous-estimés. Mais celui-là, il y a une parenthèse dans l'histoire qui fait que tout à coup, il ne l'est pas. Vous savez bien que... Oui, mais vous savez bien que la santé publique n'a jamais été, fut-elle pervertie, n'a jamais été autant au centre des attentions. Donc, on peut quand même supposer qu'il y a une vigilance accrue autour de ces vaccins. Moi, je suppose rien. Moi, j'attends qu'on me le démontre. Si vous voulez, avant de faire confiance à un mec qui a volé une voiture, un collier, une maison et 10 000 balles, je vais quand même lui demander de faire un petit peu gaffe quand même. Hein, on aura compris, vous faites allusion aux multiples condamnations très lourdes qu'ont subies les grands laboratoires pharmaceutiques. Si vous voulez, pourquoi tout à coup, ça c'est extraordinaire, quand même. Tout à coup, on m'explique que non. Comment pouvez-vous ne pas faire confiance à l'industrie pharmaceutique? Non, la question c'est comment pouvez-vous faire confiance? Mais oui, mais elles sont quand même à l'origine des médicaments. Oui, ce que vous dites, c'est que j'ai pas le choix. Mais parce que l'État s'est désinvesti de la recherche, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Bon, mais pour autant, en quoi ça change le fait de savoir si on peut leur faire confiance ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a à un moment donné une perversité du raisonnement. C'est ça qui me perturbe. Ce qui importe dans le monde dans lequel on vit, mais si vous voulez, on paye le prix de ce qu'on a semé. Je le redis. Nous avons voulu une société de la toute-puissance. Nous avons voulu une société de l'immédiateté. Nous avons voulu rejoindre Paris et New York en 4 heures. Nous avons voulu, nous avons voulu tellement de choses contradictoires entre elles, qu'à un moment donné, on découvre qu'une épidémie, ça vit et ça meurt comme ça veut. Et que l'influence que nous avons dessus... Marginale. Moi, quand on me dit Israël, la vaccination, ça a marché, je dis oui, mais l'année dernière, il n'y avait pas de vaccin en Israël. Et pourtant, ça a chuté. De la même façon. Et en Palestine, on vaccine peu. Et en Palestine, on vaccine peu, c'est pareil. Liban, c'est pas... Bon, au Texas, on vaccine... Bon. C'est pas trop bon. Il y a le Portugal, maintenant, va tellement bien qu'il file des renforts au Cap-Vert. Bon. C'est pas inintéressant comme truc. Et donc, je dis, attendons l'hiver. Et voyons ce qui se passe. Ah bah non. Bah pourquoi non? Non mais enfin, on peut pas attendre. Mais pourquoi on peut pas attendre? Mais parce qu'il y a une pandémie. Ouais, enfin bon, elle est là depuis 1 an quand même. Donc ça a changé quoi, attendre 3 mois? Mais c'est des milliers de morts en plus. Enfin maintenant, Mexico a dit qu'il traitait, on peut peut-être imaginer de comment ça y penser. Regardez, truc intéressant par exemple. L'ivermectine, c'est pas bien parce que c'est complotiste. Ok. Mais il y en a d'autres des traitements. Il y en a d'autres. Il y a la fluvoxamine. La fluvoxamine, on en est où? Personne n'en parle, c'est difficile de savoir. La fluoxétine, moi, là, on va avoir sur notre chaîne le type qui est à l'origine quand même des essais cliniques, qui vous dit mais c'est un truc qui est extraordinaire ce truc. Ça révolutionne vraiment la prise en charge. Pourquoi on n'en veut pas? C'est une bonne question. Alors d'un côté, on m'explique qu'il y a une pandémie, mais de l'autre, on accepte l'idée de se faire vacciner avec une AMM conditionnelle. Pourquoi pas? Vous savez très bien pourquoi on n'en veut pas. C'est parce que si c'est approuvé, les AMM conditionnels du vaccin sautent. Alors, oui et non. C'est là tout le débat. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça pourrait sauter si et seulement si le vaccin n'était pas immunisant. Parce que si vous prouvez
que le vaccin empêche la transmission, alors dans ces cas-là, le vaccin peut garder son AMM conditionnel. Oui, parce qu'il a une valeur ajoutée par Parce rapport qu'il a une valeur ajoutée par rapport au traitement. Ouais. Mais la vérité, c'est que personne n'en voudra alors. Oui. C'est ça le problème. C'est que la balance bénéfice-risque n'est Parce que regardez, une perversité du raisonnement de plus. Parce que personne ne se fait vacciner que pour les autres. C'est ça que vous voulez dire, en fait. Bah, non, on se vaccine pour partir en vacances. Ce qui vous atterre. Non, mais ce qui m'atterre, c'est que je trouve ça extraordinaire, cette société de la solidarité, où on se vaccine pour partir en vacances. C'est un truc qui m'a... Bon. Je préfère mes chevaux plus... En fait, dans une société d'ânes, les chevaux, c'est pas mal, en fait. Mais le truc, c'est que, regardez, il y a un truc qui m'amuse. La blague, quand même. Le vaccin, quand je dis... Non, mais les effets à long terme du vaccin, on a une idée, là, quand même, là. Mais pourquoi tu voudrais que des effets à long terme? Bah, parce qu'il y en a. Ça s'est vu pour le vaccin sur H1N1, par exemple. Ça se voit à chaque... Mais tous les médicaments ont un effet à long terme, plus ou moins marqué, mais il y en a. Et ça sert à ça, les essais cliniques longs, d'ailleurs. Ok? Mais pourtant, on vient me parler des Covid longs. On me dit qu'il y a des Covid longs. Donc le Covid long, si je comprends bien, c'est un effet à long terme du Covid. Oui. Qui est donc effectivement un problème, c'est vrai. Mais donc, l'effet à long terme du Covid est un problème, mais l'effet à long terme du vaccin n'est pas un problème. Et si l'effet à long terme du vaccin était pire que l'effet à long terme du Covid, numériquement et en termes de gravité, qu'est-ce qu'on en sait? Il y a un an, on savait pas qu'il y avait de Covid long. Oui, mais vous savez bien qu'il faut agir au présent. On peut pas avoir toutes les garanties sur l'avenir. Il y a forcément une part d'incertitude dans la décision publique. Alors. À l'instant T, on n'aura jamais toutes les certitudes absolues. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la part d'incertitude? Si, attendez, il faut distinguer ce qui relève de la part d'incertitude de ce qui relève de la méconnaissance. Oui. Si vous ne savez rien, l'incertitude est totale. L'incertitude est totale. Et dans ces cas-là, vous avez un problème sur votre politique publique. Vous ne pouvez pas, et je vous rappelle quand même que l'évidence-base médecine, la médecine donc fondée sur les preuves, elle dit qu'il vous faut un niveau suffisant de preuves pour pouvoir agir finalement. Regardez, il y a un truc qui m'amuse. Pfizer, adolescent, fièrement annonce 400 tests cliniques, 400 essais cliniques sur les adolescents. Vous vous souvenez de l'histoire de la chloroquine? Imaginez demain, moi j'arrive sur BFM, je dis mais mec, chloroquine c'est vraiment le remède miracle. Hein, j'ai 400 personnes là. Bon, il y a quelques décès, mais peu finalement. Hein, peu. Bon, il y a quelques thromboses, mais peu. Hein. Bon, il y a quelques mecs qui ont pas très bien, mais peu. Hein. Mais le reste, il va bien. Hein. On le met sur le marché. Vous imaginez ce que ça donne? Pourtant, ce vaccin, ça pose aucun problème. Ouais, à la différence près que c'était un produit qui était déjà sur le marché. C'est ce que je vous dis. C'était un repositionnement. C'est ce que je vous dis. Et on n'a pas du tout dit ça. Il n'a jamais été question de dire que ça allait provoquer des décès, parce qu'ils ont essayé, des thromboses, des ce que vous voulez. Je veux dire, à l'époque, certains professeurs de pharmacologie ne se gênaient pas pour rappeler justement, comme vous l'avez fait tout à l'heure, que les effets de pharmacovigilance étaient très largement sous-estimés. Mais les mêmes, maintenant que c'est pour le vaccin, retrouvent le même de poids de mesure et ils les oublient de préciser. Eh bien, je suis d'accord, les effets sont très largement sous-estimés. Mais qu'on applique le même raisonnement au vaccin, alors. C'est que ça que vous dites. Admettons ça. Et posons-nous la question de savoir, est-ce qu'il y a eu des pharmacovigilances plus graves dans la chloroquine ou dans les vaccins? C'est tout. Moi, j'accepte le débat. Après, la chloroquine seule, vous dites ça par abus de langage, puisqu'on parle de l'hydroxychloroquine. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, si je veux dire un mot rapide, très rapide de cette question, moi, ce qui me préoccupe, vous voyez, c'est que la raison a déserté. Moi, je comprends pas cet emballement. On est une société d'hypocondriaques. Et de vieux aussi. Et de vieux, mais de jeunes hypocondriaques. Ah oui, vous, ça vous frappe particulièrement chez les jeunes? Bah, on leur a fait peur. On a réussi à leur mettre dans la tête. Vous les défendez pourtant, les étudiants en BTS, par exemple. Mais je défends leur cohérence. Qui sont un peu hypocondriaques quand ils disent. Non. Quand ils veulent pas d'examen présentiel. Je défends leur cohérence. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce que je défends, c'est à un moment donné de dire, attendez, vous pouvez pas dire à des gens, pendant un an, vous allez tous mourir. Tous sans exception. Mais bon, tu peux être enfermé à 400 dans une pièce, ça pose aucun problème. Mais par contre, en terrasse, tu sais pas, tu peux épicer dans un restaurant. Bon. Non, mais je veux dire, si vous voulez, c'est ça le problème. On a fait flipper tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que si vous voulez, comment je vais dire, prendre le pouvoir, si vous voulez dominer une société, bah, il faut l'affaiblir. Il y a 2 champs qu'il faut affaiblir. 3 champs. Le champ économique,
le champ spirituel et le champ de la rationalité. Ne faites plus que les gens ne réfléchissent plus, qu'ils ne croient plus en rien et qu'ils soient pauvres ou très riches. Et vous avez les ingrédients pour faire ce que vous voulez des gens. Et pour vous, ces ingrédients sont réunis aujourd'hui? On peut se poser la question. La disparité, en France en tout cas, s'est creusée entre les très riches et les très pauvres. Vous avez entendu beaucoup de religieux gueuler sur ce qui s'est passé. Pas tellement. En Irlande, on vient chasser les gens des églises. En Belgique, on en est toujours à 15 dans les religieux de culte. En France aussi, la liberté de culte a été... Absolument. Aux États-Unis, on a interdit l'extrême onction aux malades. Bien, ça c'est le spirituel. Et le champ de la rationalité a définitivement déserté au profit du camp de la peur. Et le champ économique a été différé quand même par beaucoup d'aides. Oui, mais finalement, on sait tout ce qui va se passer. La facture va arriver quand même. Bien sûr. On sait tous que les salles de sport, là, elles vont morfler comme jamais, puisqu'elles doivent accueillir 50% des clients. Mais 50% des clients, c'est d'abord ceux qui avaient un abonnement qui leur a permis de tenir pendant un an. Donc, on a un stock, mais on n'a pas de flux. On va rouvrir, mais étrangler, quoi. Bien sûr. Et alors, dernier point quand même sur la rationalité. On a fait croire aux gens quelque chose de très fort, qui, moi, m'indigne, si vous voulez. Ça m'indigne profondément. C'est que la peur et la vertu, la peur et la prudence, c'est la même chose. On a fait peur aux gens pour qu'ils soient prudents. Sauf qu'on n'a pas compris que les deux s'opposent. Ouais. La prudence est une vertu. C'est une vertu cardinale. Je veux dire, la peur, c'est pas une vertu. La peur, c'est le contraire de la vertu. Avoir peur, c'est au contraire ce qui a... Quand j'ai peur, je ne peux pas exercer la vertu. Parce que du coup, je ne peux pas me servir de mon intelligence. Or, j'ai besoin de mon intelligence, donc j'ai besoin de prendre du recul. La peur, elle est de l'émotion. Elle n'est pas de la raison. La vertu est de l'ordre de la raison. Oui, mais la peur est légitime aussi. On ne peut pas diaboliser la peur par... La prudence est légitime. Oui, mais avoir peur conduit à être prudent. Non, jamais. Elle relève de l'instinct de survie sans laquelle on ne ferait pas... L'instinct de survie, c'est de l'émotion. C'est à l'instant T. Mais si vous pouvez pas effectivement fonder un comportement sur la peur, vous le fondez sur la prudence. Là, il faut reprendre Aristote, non? Vous le fondez effectivement sur la prudence. Pourquoi? Parce que la prudence est une vertu, une disposition de l'âme. Oui, mais en tant que parent, votre biographie Twitter mentionne père en premier mot. Oui. Vous pouvez avoir peur pour vos enfants, par exemple. C'est parce que oui, mais je ne fonde pas mes décisions sur la peur. Je les fonde sur la prudence. J'ai peur quand mon enfant va en boîte de nuit. Quand la boîte de nuit rouvriront. Pour autant, la question, c'est pas est-ce que j'ai peur. Ouais, c'est ça. La question, c'est pas est-ce que j'ai peur. C'est est-ce que les conditions dans lesquelles il va y aller sont conformes à la prudence. Est-ce qu'il y va avec une voiture sûre? Est-ce qu'il y va en roulant est-ce qu'il y va sans être alcoolisé, etc. Et où va-t-il? Et en sachant que ma peur ne peut pas guider mon comportement. Sinon, si c'est ma peur qui guide mon comportement, il sort pas. Ouais. Bien sûr que j'ai peur quand il sort. Mais justement, je dépasse mon émotion par ma raison. Ce qui guide mon agir, c'est pas mon émotion, c'est ma raison. Vous savez, j'ai un exemple très précis là-dessus. C'est les hypocondriaques qui n'ont pas voir le médecin. Vous avez un phénomène assez intéressant des gens qui n'ont pas voir le médecin, qui ont peur d'avoir une maladie grave, et qui donc ont peur d'avoir une maladie grave, et parce qu'ils ont peur d'une maladie grave, ne vont pas voir le médecin, ou au contraire, ils vont tout le temps. C'est le fou qui cherche ses clés près du lampadaire. C'est ça. C'est à un moment donné, vous avez l'émotion qui a pris le pas. Et là où ça devient dangereux, c'est quand l'émotion prend le pas, du coup, vous pouvez retarder un diagnostic. Parce que vous n'avez pas été conduit par la prudence. Or, c'est ce qu'on fait depuis un an. Des gens ont eu peur d'aller chez le médecin, au sens littéral. Donc, ils ont effectivement pour d'autres pathologies. Donc, on a un agir, on a favorisé socialement un agir basé sur l'émotion. Vous contrôlez un peuple sur l'émotion. Si vous voulez faire passer un message et que vous voulez adhérer à un message, la propagande, c'est quoi? C'est jamais que de l'émotion. Vous ne faites pas appel à la raison et notamment à la vertu. Surtout, vous ne transformez pas. C'est vrai que la vertu s'oppose au vice. Vous transformez les gens en êtres vicieux plutôt qu'en êtres vertueux au sens philosophique. C'est-à-dire quoi? Des comportements alimentaires compulsifs. Vous les enfermez. Vous leur donnez gratos du porno. Vous avez un truc intéressant l'année dernière. Tous les sites porno se sont mis à fournir des accès gratuits pendant le temps du confinement. C'est intéressant quand même ce truc. On a encouragé l'obésité, on a encouragé l'oisiveté, mais tout ça c'est le vice. Ça s'appelle le vice en philosophie. Dire en métaphysique comme en logique, c'est du vice. La vertu, c'est de sortir. La vertu, c'est de dominer ses peurs. La vertu, c'est de traiter les malades, c'est de les prendre en charge, de savoir repérer les signes d'alerte. C'est ça la vertu, c'est la prudence. Si vous regardez, on a fait exactement le contraire. Donc on a une société aujourd'hui qui est émotionnellement adolescente, une société qui est émotionnellement complètement déstabilisée et dont la raison n'a pas été travaillée. Donc pendant un an, elle a été guidée par la peur, et maintenant vous faites comment pour récupérer ça? Eh bien vous leur dites, si tu ne vaccines pas, tu pourras pas aller en vacances. Vous voyez, de nouveau. On n'est pas sorti de la peur. Non, on n'est pas sorti de la peur.
Alors, avant de finir, je voudrais juste vous poser 3 questions qui fâchent, parce que vous êtes au défi de la vérité, et je vous mets du coup au défi d'y répondre. Vous avez, et vous êtes l'avocat notamment d'associations de victimes qui poursuivent Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn et autres responsables devant les tribunaux. En tant qu'avocat, c'est tout à fait légitime, vous allez me répondre. Mais en tant que citoyen, est-ce que vous adhérez à la pression pénale que ça met sur nos dirigeants qui gouvernent du coup avec une épée de Damoclès? Ah bah putain, heureusement qu'ils gouvernent avec une épée de Damoclès. Il va falloir en mettre quelques autres alors, parce que bordel. Est-ce que c'est viable? Puisque vous dénoncez en même temps la politique de la peur, mais ils ont eu tellement peur de prendre des mauvaises décisions dont ils auraient dû répondre devant la justice. Alors j'ai une question à vous poser. Ils ont peur de quoi? Du retour de bâton judiciaire. Ah bah putain. La Cour de justice de la République, elle a un taux de condamnation inférieur au tribunal pour enfants. C'est-à-dire, ça représente quel taux? Franchement, donnez-moi le nombre, concrètement, de peines d'emprisonnement prononcées par la Cour de justice de la République, depuis son histoire. Concrètement, on arrive à un taux de peine, de dispense de peine même, qui est supérieur à celui de la juridiction pour enfants, dont le rôle n'est pas de punir, mais d'accompagner. Et donc, ces types-là ont peur d'une justice qui est plus laxiste que le juge pour enfants. Bon, d'accord. Sans aller jusqu'aux condamnations, on peut citer nombre de carrières politiques qui ont été brisées ou mais ça, c'est leur problème, pas le mien. Par des histoires judiciaires, y compris celles qui se terminaient par un non-lieu ou un acquittement. Non, mais attendez. Vous savez qui on cite pour ça en général? Laurent Fabius. On dit, vous vous rendez compte, ça a brisé sa carrière politique, le sang contaminé. Enfin, il est président du Conseil constitutionnel. Le mec, il est président du Conseil constitutionnel, quand même. Moi, ça a brisé sa carrière présidentielle. Son destin présidentiel. Moi, mes clients, médecins, réanimateurs, pour certains d'entre eux, lorsqu'ils sont poursuivis pénalement, c'est autre chose, quand même, hein. Une anecdote rapide. Gamine de 16 ans, compliqué, diagnostic compliqué, très compliqué après un accident de la route. Mon client fait le diagnostic, il le fait tardivement, mais c'est le seul à le faire. Chirurgien, il y a un gros problème, machin, la fille meurt. J'entends l'avocat général à l'audience dire, oui, Madame le Président, il en a sauvé d'autres, mais celle-ci, il ne l'a pas sauvée. Et c'est pour celle-ci qu'il est jugé. Lui, on se pose la question de savoir, derrière, comment il va retourner. Il s'est pris 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus une interdiction d'exercer la médecine pendant 1 an, alors que concrètement, les experts unanimes à la barre sont venus, et non des moindres, dire que de toute façon, elle était morte en arrivant à l'hôpital, et que il pouvait le faire le diagnostic à J1, à J3, elle serait morte. Lui, vous pensez qu'effectivement quelqu'un s'est soucié de sa carrière? Personne s'en est soucié. Pourquoi est-ce qu'effectivement ce serait valable pour un homme politique? La question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est est-ce que oui ou non, le droit aujourd'hui soumet les hommes politiques au droit commun? J'ai envie de dire, la réponse est oui. Alors où est le problème? Ils ont qu'à faire voter, ils ont essayé d'ailleurs, une suppression, parce que tout le monde a oublié que la suppression que tout le monde félicitait de la Cour de justice de la République était accompagnée d'une autre mesure, qui était celle de ne punir les ministres que pour les délits d'action, et pas pour les délits d'abstention. Ce qui fait que si la réforme était passée, on n'aurait pas pu ici. Mais dites-moi, quand la commission d'instruction commence à enquêter, donc la question qui peut raisonnablement se poser, c'est est-ce que cette, disons-le différemment, est-ce que cette question est posée au président de la commission d'instruction? Donc, qu'est-ce qu'on aurait voulu? Que le président de la commission d'instruction dise non, je vais pas me saisir parce que vous comprenez, le temps politique est pas favorable. Mais alors, c'est quand le temps politique favorable? Le droit connaît un seul temps. Avec un état d'urgence indéfini, c'est vrai que c'est pratique du coup. Et alors, quand Raoult il est poursuivi, c'est le bon temps? Le mec, effectivement, il sauve pas des vies, lui? Lui, c'est pas lui, non, lui, ça compte pas. Je veux dire, c'est intéressant comme débat. Quand les mecs qu'on poursuivi, qu'on prescrit de la chloroquine ou que sais-je, sont poursuivis, ça compte pas pour le coup. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'aurais un régime d'exception pour les hommes politiques? Et si on le veut, on n'a qu'à le voter pour qu'on n'assume pas. Mais d'un côté, on réclame plus de transparence. On a cette république exemplaire qui finalement se transforme en république bananière. Il est là le problème. C'est qu'au nom de l'exemplarité, finalement, on se transforme en république bananière et à chaque fois qu'on met en œuvre le droit, bien on dit non mais vous comprenez, vous avez déstabilisé l'action publique. Maintenant ça va être de notre faute, tiens. Les mecs font n'importe quoi depuis 1 an, ça va être de notre faute. Parce que quand ils sont pas commandé les masques, au départ, c'était de notre faute. Bien, c'est intéressant comme débat. Quand au départ, ils ont rien foutu, alors que l'Italie flambait, qu'on a regardé ailleurs et que Macron appelait à aller au théâtre, ils ont attendu d'être poursuivis pénalement pour raconter autant de conneries.
Donc, si vous voulez, moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que la connerie, finalement, ils n'attendent pas d'être poursuivis pour l'affaire. Et peut-être que le fait d'être poursuivi les empêche un peu d'en faire. Et peut-être que le père Macron, pour le coup, dans cette histoire, le président de la République, s'est peut-être dit que le confinement, là, s'il continuait comme ça, et que des gens commençaient à mourir du confinement, il allait peut-être justement avoir une difficulté avec son gouvernement. Ou pénale, ou politique. Et que donc la responsabilité, elle est au cœur de la décision. On est tous responsables. Regardez, vous dites un truc qui plaît pas, vous êtes censuré. Je dis un truc que je plais pas, je peux être poursuivi. Et donc les seuls qui seraient à l'abri de ces poursuites, c'est les gouvernants. Et changeons la Constitution, faisons-nous annexer par la Chine et tout sera bon. Hein. Ça me fait penser à Figaro, quand effectivement Vincent Trémollet de Villers, sur un plateau, s'indignait. C'était à cette séquence que je pensais. Ouais, s'indignait de ce qu'on perquisitionne un ministre le jour où il allait faire une déclaration. Mais bordel, il fait que ça, des déclarations. C'est justement tout le problème d'ailleurs. Mais il ne fait que ça et c'est tout le problème. Et donc concrètement, il a fallu que les magistrats appellent le ministre en disant « Excusez-moi, monsieur le ministre, est-ce que je peux venir perquisitionner le 18 ?» C'est-à-dire dans 1 mois et demi, réunissant police et gendarmerie. Oui, bien sûr, monsieur le président, sous réserve que je n'ai pas de discours et que je n'ai pas la kermesse de ma fille. Ouais. On a bien compris votre point de vue sur cette question. Une deuxième question, vous avez défendu donc des médecins libéraux, Didier Raoult, une association de victimes du coronavirus, ou plutôt des mesures sanitaires, tout dépend du point de vue, des étudiants en BTS. Mais depuis 1 an et quelques, vous avez eu quoi comme résultat concret sur le terrain judiciaire? Demandez-le à la justice, pas à moi. Je sais qu'en tant qu'avocat, vous pouvez pas faire votre publicité, demandez-le à la justice, pas à moi. Est-ce que vous avez obtenu des résultats positifs? Vous pouvez au moins nous dire ça, peut-être? J'ai obtenu des résultats positifs. J'ai obtenu que les soignants aient des FFP2. J'ai obtenu que la Cour de justice de la République soit saisie. J'ai obtenu, je sais bien que tout le monde m'en fait grief, mais j'ai obtenu les masques à l'intérieur. Je sais bien que tout le monde m'en fait grief. Donc c'est à cause de vous qu'on a aussi les masques à l'extérieur? Non, les masques à l'extérieur, je suis pour rien, moi. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est intéressant le masque à l'intérieur, parce que là aussi, c'est intéressant. Tout le monde me fait rire, mais il faut pas être con, quoi. Évidemment que l'état de nos connaissances en juillet 2020 n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ouais. Évidemment que mes clients médecins étaient complètement paniqués et se dire, attendez, si on peut éviter, là, avec un virus gouttelette, etc., machin, tout, si on peut éviter une seconde vague, il faut le faire. Et notamment dans les transports, leur principal souci, c'est les transports. Ouais. Voilà. Et ensuite, voilà, j'ai obtenu ça. Après, dans un régime d'exception, vous avez une justice d'exception. Vous savez que la justice sanitaire est une sorte de justice militaire? Non, vous pouvez pas le dire. La justice militaire est la même chose. Enfin, et t'as la justice que la musique. C'est ça. La musique militaire. Non, mais je vais le dire différemment. Je vais dire, cette année, on a rendu des jugements. On n'a pas rendu la justice. D'accord. C'est une formule d'avocat, ça. Dernière question qui fâche, même si nous n'allons pas nous quitter fâchés, je l'espère. Est-ce que vous, à force de vous démultiplier sur les fronts médiatiques, sur ceux des réseaux sociaux, dans la défense de vos clients divers et variés, des victimes, le professeur Raoult, des médecins, des étudiants, est-ce que vous n'avez pas peur de devenir une caricature de vous-même et le zébulon du Covid, de vous égarer dans cette lumière médiatique? D'abord, je suis un zébulon tout court. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, j'ai une personnalité qui est ainsi faite. Vous jouez pas un rôle? Moi, je joue pas de rôle, moi. Qu'est-ce que j'ai à y gagner à jouer un rôle? Moi, je suis comme ça, interrogé. De la notoriété, des clients. Mais genre, la notoriété, je veux dire, ça intéresse qui, la notoriété? Ça me rapporte quoi, la notoriété? Concrètement, je veux dire. Si je voulais la notoriété. C'est de la publicité pour un avocat, la notoriété. Oui, mais ça quand on travaille pro bono, on se paye en notoriété. Mais vous pensez que, concrètement, je fais ce métier depuis un certain nombre d'années. Je ne suis pas le petit dernier en droit de la santé, dit votre. C'est exactement. C'est exactement ça. Je suis pas le petit nouveau en droit de la santé. Non, mais c'est intéressant dans cette crise. Il y a des gens qui se sont découverts infectiologues, des néphrologues qui se sont découverts infectiologues. Et il y a des avocats qui font le droit de la famille qui se sont découverts finalement spécialistes en droit de la santé. Vous êtes bien découvert chroniqueur et. Ah non, je me suis pas découvert chroniqueur. Moi, je veux dire, moi, on m'a invité, polémiste. Ça, j'étais déjà. D'accord. Des formations professionnelles. L'avocat est un polémiste. Je veux dire, qu'est-ce que je suis? Je suis un orateur. Mon métier, c'est l'oralité. Alors, c'est évidemment l'écrit, mais je suis un homme de l'oralité. Je suis un homme du débat, du théâtre. Je fais du théâtre toute l'année. On parle bien de la théâtralité judiciaire, Vous venez dire que vous jouiez pas un rôle. Ben non.
mais pas plus, et pas moins que quand je suis en audience, quand je défends. Finalement, je fais mon boulot, que je le fasse dans l'enceinte des tribunaux, ou que je le fasse sur les plateaux, ou que je le fasse sur les réseaux sociaux. Fondamentalement, c'est le prolongement. Et il y a toujours une part de ce que je suis dans le rôle que je joue. Quand je dis que je joue pas un rôle, ce que je veux dire, je ne joue pas plus un rôle là que quand j'exerce mon boulot. On parle bien de la théâtralité judiciaire. Mais finalement, à la fin de la fin, quel est mon métier? C'est la défense. Et j'ajoute un point, si vous voulez. C'est que, au fond, c'est vraiment ça la question de fond. Est-ce que ça va ouvrir des opportunités dans ma vie? Peut-être. Est-ce que je les saisirai? Peut-être. J'en ai eu des opportunités. Une, par exemple. Rencontrer le professeur Raoult. Je vais vous dire. Parce qu'à l'origine, vous n'étiez pas son avocat. Vous étiez même assez réservé ou parfois sévère sur lui, sur le traitement. Sévère peut-être pas, mais réservé en tout cas. Et j'ai publié des tribunes. Oui. Dans le quotidien du médecin. Exactement. Et c'est très intéressant, donc c'est très intéressant. Parce que finalement, il est venu me voir pour ça. C'est intéressant. Pour mon franc-parler. J'ai publié des tribunes, donc j'ai toujours été extrêmement honnête. Honnête intellectuellement avec moi-même. Tout le monde dit il a changé son fusil d'épaule. Mais jamais, je continue de penser que le masque à l'intérieur, étude à l'appui, peut présenter une certaine utilité dans certaines circonstances. De promiscuité ou autre. De promiscuité. Je pense que les masques dans les transports, depuis le départ, auraient dû être des FFP2. Je veux dire, incontestablement. Toujours pareil, certaines études à l'appui. Après, il y a un débat qui s'ouvre. Mais, enfin, je pense que le professeur Raoult, à certains égards, aurait mérité à s'exprimer différemment. Mais qu'est-ce qui m'a fait évoluer? C'est que le monde d'avant et le monde d'après, manifestement, est plus le même. Vous prenez le professeur Raoult, on lui tombe dessus parce qu'il a dit un truc ou machin. Mais combien en ont dit depuis? Et manifestement, ils n'ont pas été poursuivis. Donc, c'est que sa parole, que je pensais isolée, s'est inscrite dans un contexte plus général de débat et était opportune, finalement. Bah ouais, je me suis trompé. Disons que, au moment où j'ai dit et j'ai écrit certaines choses, j'avais raison. Mais forcément que l'avenir, on s'adapte et que l'avenir m'a donné en partie tort. Mais il aurait fallu que je fasse quoi? Que je reste focalisé sur ma position? Je fais quoi? Quand effectivement, je me suis jamais prononcé sur le débat de savoir si le chloroquine marchait ou pas. En somme, on peut dire que vous avez pas le sentiment de vous être renié et que même en étant devenu un personnage, peut-être à votre corps défendant, de la comédie. Mais alors ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse. C'est vrai que ça m'amuse beaucoup. Tiens, sur un point. Je ne comprends pas pourquoi les gens me suivent. Je ne comprends pas. C'est une vérité vraie. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi ils me suivent. Je ne comprends pas la nature a horreur du vide et que vous avez une parole compréhensible. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que cette parole, elle n'est pas la mienne. Sauf effectivement quelques éléments d'humeur, mais je veux dire, mais mis à part ça, elle n'est pas la mienne. Je veux dire, finalement, je ne fais que relayer une parole, une autre parole. Et c'est vraiment cette idée de se dire, on est l'interprète de quelqu'un d'autre. Pas moi le compositeur, mais je n'ai pas composé d'études sur le confinement. Simplement, j'ai lu ce qui se passe, j'ai lu. Et vous avez des gens sur Twitter en particulier qui me suivent, qui sont probablement bien plus cultivés que moi, bien plus intéressants que moi. Simplement, la nature a ainsi fait que c'est moi qui suis en évidence. Mais est-ce que je suis en évidence pour moi-même ou est-ce que je suis en évidence pour eux? Pourquoi je vais sur les plateaux? Pourquoi je vais parler de Zébulon? On pourrait parler du Guignol, hein? On me dit, mais qu'est-ce que vous allez vous compromettre chez Hanouna? C'est pas de votre niveau. De mon niveau? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas de mon niveau? Enfin, c'est vachement grave de dire ça. Pour vous, c'est une forme de condescendance, de snobisme mal placé de dénigrer Cyril Hanouna et son émission, ses auditeurs. Il fait 2,5 millions de téléspectateurs, Cyril Hanouna. Et donc, je ne devrais pas aller dire à 2,5 millions de téléspectateurs que quand j'ai un Jimmy Mohamed face à moi, qui joue dans l'émotion, qui a toujours le tweet le SMS de dernière heure avec le patient réanimatoire à 40 ans, que j'ai face à moi un Laurent Alexandre, que j'ai face à moi un Ludovic Toro, je devrais pas aller dire à 2,5 millions de téléspectateurs, n'ayez pas peur, parce que regardez, c'est plus complexe. Mais ça va pas vous faire plaisir, mais c'est aussi le type de raisonnement que tient Marlène Schiappa, en disant. Et elle a raison. Ça vous fait un point d'accord avec elle. Mais je veux dire, mais elle a raison. Mais bien sûr qu'elle a raison. Djebari est allé chez TPMP et il a raison. Je veux dire, au nom de quoi est-ce que je viendrais? Je trouve ça fou de dire c'est pas de votre niveau. Mais j'ai pas de niveau, moi. Bah, je veux dire,
C'est ça qui est fou, si vous voulez, qui me perturbe un peu dans cette crise. La notoriété me perturbe là-dessus. C'est que moi, j'ai pas changé. Hein. Moi, je continue de mettre mon cuir dégueulasse du matin au soir. Non, il n'est pas dégueulasse, mon cuir. Mais ensuite, effectivement, je continue de monter à cheval, ce que j'ai toujours fait. J'ai un cabinet qui continue de tourner comme il a toujours tourné. Et du coup, ça nous permet quoi, d'avoir un cabinet qui tourne, de savoir de quoi on parle et de se mettre à disposition gratos. Il y a quand même 90% des dossiers qu'on a traités depuis un an qui sont gratos, quoi. Donc, bon. Et on a, typiquement, vous regardez le professeur Raoult, par exemple. C'est complètement gratos. Parce que, pourquoi c'est gratuit? Mais parce qu'il est professeur de métier. Parce que vous rémunérez en notoriété. Non, mais quelle notoriété? En quoi? Vous avez quand même votre quart d'heure de célébrité, non, mais, aussi futile soit-il, mais... Non, mais regardez. Sauf que le professeur Raoult est gratuit, mais que les soignants, qui étaient avant lui, est gratuit aussi. Les soignants n'ont pas payé chez moi depuis un an. Et le professeur Raoult, au contraire... Toutes vos défenses Covid, c'est pro bono. Absolument. D'accord. Alors, à l'exception de quelques-unes particulières qui nécessitaient une expertise spécifique, comme sur des trucs un peu pointus au pénal, des trucs comme ça. D'accord. Sur des personnes qui ont été poursuivies. Mais, bien, si vous regardez, c'est intéressant. Raoult, vous dites mon quart d'heure de célébrité. Il ne va pas se tromper. C'est lui qui est venu me chercher. Donc pourquoi il est venu me chercher? Il a été démarché par à peu près tout le monde, Raoult. Je le sais. Je connais les confrères qui l'ont démarché. Moi, je veux dire, c'est quelqu'un pour qui j'avais une relative antipathie. Et moi j'ai été stupéfait qu'il vienne me chercher pour le coup. Alors il s'avère que cette antipathie, quand on apprend à le connaître, s'est transformée en admiration pour le coup. Réelle, je veux dire. Et je dis ça, alors, complètement, moi je dis ça vraiment sincèrement. Un personnage bluffant, Raoult. Il m'agace par certains égards, et c'est réciproque, donc ça me rassure. Mais concrètement, il est passionnant, c'est un garçon passionnant. Il a ses défauts, mais franchement, c'est un type qui est assez bluffant on a parlé de tout sauf du Covid pendant la plupart du temps quand on s'est au téléphone. Il est bluffant. Plusieurs de ses interlocuteurs. Ouais. Il est bluffant de culture, il est bluffant de connaissances, il doit avoir une culture qui effectivement doit être supérieure à celle de tous les ministres réunis, quoi. Ça fait pas forcément très lourd. C'est pas forcément très lourd, mais c'est déjà pas mal. Pour conclure, je voudrais juste... Est-ce que vous vous adhérez si on vous dit que votre boussole finalement n'a pas varié et que on pourrait la résumer en un mot qui est celui de la liberté? Ou des libertés? La liberté est la règle, la police l'exception. Ça n'a pas bougé. J'ai fait mes études de droit là-dessus, fasciné par cette phrase. Et je continue de dire, quand il y a une phrase que j'aime beaucoup, elle n'est pas de moi, donc je peux le dire, c'est un de mes copains qui a agrégé les facultés de droit, qui dit, en temps de guerre, d'épidémie, en temps de guerre, le droit et le navire le juge le capitaine. Le droit et le navire et le juge le capitaine. J'aime beaucoup cette idée. J'ai raté, on va tous couler. Là. Et là, on a sauté du navire. Il n'y a plus rien. Et si vous voulez, c'est intéressant. Moi, je pense, si vous voulez, qu'on passe trop de temps. Moi, je rêve d'un truc, là, sur ma chaîne. Je rêve vraiment de faire ça, pour que je trouve le moyen de le faire. D'interroger, de laisser la parole à des gens qui me suivent, sur Twitter, par exemple, et qui sont des gens bien plus passionnants que je pourrais l'être. Vous voulez devenir une plateforme de connaissances et de débats? Je veux devenir une plateforme d'expression. Je veux que les gens puissent s'exprimer. Oui, expression libre. Je veux que les gens puissent témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant ce Covid. Je veux que les gens puissent témoigner de ce confinement, de combien il leur a fait mal. Je veux aussi qu'ils puissent témoigner de leur espérance du monde d'après qui n'a pas eu lieu finalement. On rêvait tous d'un monde d'après lors du premier confinement. Ça, c'est... Le monde d'après, c'est le monde d'avant, pire. Rendez-vous. C'est ça. Entendu, espérons que vous relèverez ce défi sur votre chaîne Divisio TV, on le rappelle, sur YouTube. Merci beaucoup Fabrice Divisio d'avoir relevé le défi de la vérité. Merci à tous de nous avoir suivis sur France Soir. À bientôt. Au revoir.